l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Louis-Philippe Dubé au micro principal, Hugues Gonneau avec moi cette semaine. Bonjour. Antoine est au Salon Autosport de Québec pour le week-end. Ça se déroule tout le week-end dans la capitale nationale, évidemment. Donc, on est ensemble aujourd'hui pour le podcast. On a quand même une bonne émission pour vous. On va avoir un bloc d'actualité en premier. Puis après ça, on va recevoir Pierre-Henri de l'Atelier Branché pour parler un peu d'un article qui est paru sur le site du Journal de Montréal d'une automobiliste qui a acheté une Chevrolet Volt 2017 avec une batterie morte. Alors, on voulait parler avec Pierre-Henri pour savoir si c'est quelque chose qui se passe souvent parce que ce sont des questions qui reviennent continuellement. Oui. Sur le site du Guide de l'auto, comment acheter un véhicule hybride, acheter un véhicule électrique, est-ce que les batteries vont durer? Et puis, impressionnamment, ça arrive pas si souvent que ça, mais quand ça arrive, il y a une explication technique avec ça. Donc, Pierre va nous parler de ça. Évidemment, il va nous parler aussi de qu'est-ce qu'il faut faire pour vérifier un véhicule électrique, un véhicule hybride. Moi, si j'achète un véhicule de 2017, par exemple, un Chevrolet Silverado, je vais faire un test de compression sur le moteur. On a ces réflexes-là avec des véhicules à moteur thermique, mais avec des véhicules hybrides et électriques, c'est tout nouveau. Puis il y a des tests qui viennent avec ça pour être capable de vérifier la santé de votre véhicule électrifié ou électrique. Donc, sans plus tarder, on va parler par une petite nouvelle. On va commencer par une petite nouvelle de Stellantis aujourd'hui, parce que c'est une nouvelle que j'aime vraiment, que je trouve qui est quand même particulière. On a déjà présenté l'an dernier un concept de Pacifica, de mini-fourgonnette Pacifica hors route. Alors, avec tout l'engouement autour des utilitaires à vocation un petit peu plus aventure, un petit peu plus extrême, qui sont réellement plus cosmétiques que d'autres choses dans la majorité des cas, dans tous les cas. Et qui ne verront dans la réalité jamais les... Exactement. Chez Chrysler, on s'est dit, avec l'augmentation des ventes de mini-fourgonnettes, avec le fait qu'on a besoin de rentrer des sous dans nos coffres, pourquoi on sortirait pas une Pacifica axé sur le hors-route, ou du moins avec un look hors-route. Et puis, on avait vu, ça s'appelait le concept Grizzly Peak. On le voit à l'image pour ceux qui nous regardent en visio aujourd'hui. Grizzly Peak venait avec, des pneus, des petits équipements ici et là, un rack sur le toit pour des traction aids, des pneus supplémentaires, etc., mais aussi pour du cargo. Il y avait même un auvent qui faisait partie de ce concept-là. Ça avait été dévoilé au Salon de l'Auto de New York. Là, ça a l'air que selon des sources chez Mopar Insiders, on cite souvent ce site-là, Mopar Insiders, mais le nom le décrit quand même. Oui. Ils ont quand même des contacts insiders dans la compagnie, dans le grand cercle de Stellantis. Et puis, ça a l'air que ça pourrait aller en production prochainement. Et écoute, pourquoi pas? Je veux dire... Moi, j'aime bien l'idée. Déjà, de toute façon... On l'a dit, les véhicules hors route vont aller assez rarement vraiment faire du vrai hors route. C'est vrai. Si c'est pour se rendre au chalet, n'importe quelle voiture peut le faire. On n'a pas besoin d'avoir des équipements de fou. Mais le marché, il est là. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas une mauvaise idée parce que soit, certes, tu veux du hors-route, le char, il va se démarquer. Je veux dire, dans ton quartier, quand tu vas arriver avec une mini-fourgonnette 4x4... À la pratique de soccer, c'est... À la pratique de soccer, là, tout le monde va capoter. Donc déjà, là, Stellantis, pour une fois, tu dis Stellantis, là, ils ont peut-être un petit filon qui est intéressant. S'ils font ça, ils sont les seuls sur le marché. Ouais. Donc ça, c'est cool. Et en plus, les coûts de développement, c'est des cacahuètes. Parce que il n'y a pas gros changement en termes d'outillage. Et ils vont pouvoir te vendre ça beaucoup plus cher. Ouais. Et faire quelque chose qui arrive assez rarement chez Stellantis en ce moment, du profit. Là, on a vu des images du Grizzly Peak, mais ça va être la Pacifica qui a été remaniée là, parce qu'elle a une nouvelle devanture. On a une photo, je pense, de la nouvelle Pacifica qui a été dévoilée là, en fait, avec une nouvelle devanture. Alors, ça serait probablement cette nouvelle devanture-là avec un look plus hors route, assemblé en Ontario, évidemment. Donc, assez intéressant aussi pour nous. Puis, on dit souvent que
la mini-fourgonnette, elle est plus utilitaire qu'un utilitaire. Donc, on a plus d'espace, de la place pour une feuille de plywood dedans, évidemment. des outils, etc. Évidemment. Donc, j'ai trouvé ça vraiment cool qu'on ait cette rumeur-là, évidemment pas confirmée, mais Non. ça, on a présenté un mais concept. Mais franchement, je pense que s'il y a un marché pour les véhicules vraiment, on va dire extreme un petit peu en ce moment, tout le monde se garoche là-dessus. tout le monde se garoche là-dessus, mais pourquoi pas une mini-fourgonnette? Ouais. Ah non, c'est comme un coup de génie. Là. Justement, on voit cette nouvelle aventure-là avec nous en ce moment. Ça pourrait marcher. Ça pourrait fonctionner. Et les coûts de développement sont tellement ridicules que ça serait dommage qu'ils s'en privent. Pour une nouvelle un petit peu moins hors route, la nouvelle BMW série 7 2027 a été dévoilée à New York la semaine dernière. Notre collègue Dominique Boucher était sur place pour aller voir un peu les modifications. Ça a toujours l'air de la grande limousine chez BMW, mais il y a quelques petites affaires intéressantes. Du côté design, ça change pas beaucoup. Non. On regarde le véhicule. Ça reste un restylage, c'est pas une... c'est ça, un restylage, un bouclier avant complètement qui ressemble en fait à l'autre, mais assez agressif, évidemment. On parle du modèle 100% électrique. On va dire que c'est pas pour tout le monde. Hein. Ouais, non, exactement. 100% électrique, on va avoir un modèle hybride rechargeable aussi, puis on va avoir un modèle M avec la motorisation V8 qui va faire des chevaux à n'en plus finir pour tracter ce poids lourd qui est la grande limousine chez BMW. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que chez BMW, si on regarde l'habitacle du véhicule à l'intérieur, on commence à répandre l'espèce de philosophie Neue Klasse qu'on voit dans le iX3, qu'on voit dans le i3. Alors, je parle plus particulièrement, oui, de l'écran central qui est fait un peu en parallélogramme, le volant qui est celui que j'ai conduit du iX3, puis aussi cette projection-là panoramique qui est dans le bas du pare-brise, qui n'est pas un écran, mais bien une projection comme une espèce d'affichage à tête haute, mais pas trop haute, qui est dans le bas du pare-brise. Et puis ben là, ça, c'est tous des éléments qu'on a trouvés. En fait, l'habitacle est complètement Neue Klasse comparativement à la BMW de série 7 de l'année dernière sortante. Ouais. Mais maintenant, on a intégré toutes les technologies sur cette plateforme-là, qui est pas la même plateforme que la Neue Klasse, mais quand même, on nous avait averti chez BMW qu'on allait faire ça. Je trouve ça, somme toute, intéressant, à part le petit écran du côté passager, qui est quelque chose qu'on a-tu vraiment de besoin réellement? On se la demande souvent. Non, mais ça, c'est un problème de toute l'industrie. Est-ce qu'on en a besoin? Mais je veux dire, dans la série 7 actuelle, il y a même des écrans dans les portes. Ouais. Donc, est-ce qu'on en a besoin? Je veux dire... Bon, BMW avait... régler un peu ce problème-là dans le iX3, le Neue Klasse, puis la i3, en donnant accès aux passagers sur son téléphone intelligent à toute l'application pour la climatisation, pour le média, pour la navigation. Et je trouvais ça intéressant parce que je dis, on n'aura pas de deuxième écran pour le passager dans ces véhicules-là parce que le passager peut l'avoir tout sur son téléphone. Je trouvais ça magique du côté non seulement... pratique, mais du côté réparation, côté bébelle dans le tableau de bord. On va y revenir à ça, mais là, en tout cas, dans cette limousine-là, on ne peut pas mettre un deuxième écran, voire un troisième, voire un huitième, voire un 12e dans une série 7. Dans une série 7, allons, voyons. Un seul écran à l'avant, c'est pour les pauvres. Un deuxième. Et parlant d'écran, merci à la régie d'avoir mis cette photo-là parce que j'avais oublié. Ça, c'était dans le modèle sortant. On avait un espèce d'écran de cinéma de 31,3 pouces, diffusion 8K, etc. Donc, ça fait pour les passagers à l'arrière qui sont dans les sièges de type lounge, de type lazy boy, on est capable d'avoir cet écran-là qui descend littéralement du plafond, là, en fait, pour être capable de se faire une petite soirée cinéma dans la série 7. Écoute, je ne l'ai pas essayé. Je sais que j'ai des collègues là, qui avaient une série 7 sur les flottes de presse puis qui ont été capables de regarder des films en famille ou à 2 ou à 3 là, à l'arrière d'une série 7. Je trouve ça fait partie de ce que tu dis. Pourquoi pas dans ce type de segment-là, dans ce type de véhicule-là? Je pense que mais moi la question que je me pose, c'est vraiment on nous parle d'écologie et de choses comme ça. On veut que tout le monde passe à la voiture électrique. Toutes ces bébelles-là, dans 5 ans, seront en panne, irréparables. Il n'y aura pas de pièces. Il y a des études qui sortent que, en fait, maintenant, il y a des voitures, il y a des études qui sont sorties en Allemagne qui disent qu'il y a certaines voitures, parce que l'écran est tombé en panne, la voiture est irréparable. Il n'y a plus de pièces. Ouais. Et la voiture doit être
elle n'a plus aucune valeur. Fait que quand tu vois toute cette quantité de bébelles qui sont absolument pas indispensables, tu te dis dans 5 ans, la voiture, quand le premier propriétaire... Mais on vend des garanties prolongées pour ces affaires-là, puis on va les... mais on est en train de créer un problème où les voitures vont devenir absolument irréparables, simplement à cause des écrans. À cause des écrans, à cause de et on nous dit l'écologie. Dans l'écran. Il y a un truc, je comprends pas. Il y a un petit message un petit peu contradictoire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Toujours dans la série 7, on va offrir 500 couleurs dans la palette possible, et puis 700 types de garnitures et matériaux, etc. Donc, pour les gens qui se magasinent une limousine, c'est essentiel, en fait. C'est indispensable. Je veux dire, il faut classe S, etc., etc. Ça serait parfaitement choquant d'avoir la même voiture que le voisin dans le quartier. C'est quand même... Une bonne nouvelle pour l'industrie automobile du Canada, dans le sud de l'Ontario. Chez GM, on a annoncé un investissement de 690 ou 91 millions, près de 700 millions de dollars dans l'usine de moteurs de St. Catharines. On a parlé dans 2-3 émissions de ça, dans la nouvelle génération de moteurs chez General Motors, qui a pris son envol dans la nouvelle Corvette Grand Sport. Absolument. Avec le nouveau LS6, les V8. Mais là, ça va se multiplier là, parce qu'on va avoir toutes sortes de moteurs adaptés pour les camions, etc. Et cet investissement-là va faire partie ou va être une des usines qui va assembler ces moteurs-là. C'est le fun parce que, bon, justement... On avait besoin de bonnes nouvelles. On a besoin de bonnes nouvelles dans le sud de l'Ontario au niveau de l'assemblage automobile, mais aussi le fait que GM ne met pas tous ses œufs dans le même panier dans le climat actuel. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'usines, il y a plusieurs usines d'assemblage, par exemple du Silverado, 1500, 2500, 3500, dont à Oshawa, que nous, on assemble ces véhicules-là. Donc, on va être capable d'avoir accès à des moteurs ici sans nécessairement passer par les États-Unis, passer par le Mexique. Donc, quand on parlait de réorganiser ou de repenser nos chaînes d'approvisionnement pour ces véhicules-là, chez GM, on a une approche de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et d'être capable d'avoir des composantes plus près, justement, de ces chaînes d'approvisionnement. Je suis d'accord avec toi. Je pense que je ne dis pas une bêtise quand on dit que GM est un des leaders de l'électrique. Ouais. Bon, mais ils n'ont pas abandonné le développement des V8, ils n'ont pas abandonné les camions, ils n'ont pas abandonné... Donc, je pense que on offre des choses aux clients, on essaye de faire avancer les choses, mais ça reste quand même une compagnie qui est là pour faire un minimum de profit, quoi. Absolument, ouais. Puis justement, les moteurs génération actuelle vont continuer d'être assemblés jusqu'à l'avenue de ces nouveaux moteurs-là. Mais moi, j'ai absolument hâte de voir ça va être quoi les étapes, les performances et quel moteur va aller dans quel véhicule GM. Et ça a l'air que le sud de l'Ontario va faire un petit peu partie de ça. Tant mieux. Au retour de la pause, on va s'entretenir avec M. Pierre Henry de l'Atelier Branché pour parler de batteries, véhicules hybrides et véhicules électriques.